Salut à tous, avant de débuter, retour sur une firme qui ne vous est certainement pas étrangère. Si je vous dis Core Design, vous pensez immédiatement à Tomb Raider. Ce sera en effet dans les années 90 la licence phare de la firme. Pourtant, ce n'est certainement pas avec la belle Lara Croft que l'histoire débute. La société est fondée en 1988 par un groupe d'amis dans le but de développer et d'éditer des jeux destinés aux micro-ordinateurs. Pour se faire la main, et aussi un nom, leurs premiers jeux sont des conversions d'arcade comme Action Fighter ou Dynamite Dux de Sega, puis des titres assez basiques comme Axel Magic Hammer, n'étant pas sans rappeler un certain Alex Kidd. Mais très rapidement, les succès vont s'enchaîner avec tout d'abord Rick Dangerous, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dans cette émission, Impo Samol, la top super-héros, et celui qui nous intéresse, Chuck Rock. Ce dernier va connaître un réel succès public et critique, et nous allons aujourd'hui retracer sa carrière. Pour ce qui est de l'histoire, on fait difficilement plus classique. Chuck Rock est tranquillement en train de regarder sa télévision préhistorique, sa femme, elle, étant le linge, quand subitement Gary, l'homme des cavernes, l'assomme et l'emporte avec lui. Vous incarnez donc Chuck Rock qui part à la recherche de sa femme. Et le jeu s'avère assez difficile, principalement parce que là où les héros de jeux vidéo ont toujours un moyen assez efficace de vaincre leur adversaire, soit en sautant dessus, en leur infligeant des coups d'épée ou en les canardant à l'aide d'armes à feu, Chuck, lui, se défend avec son ventre, et comme la portée de cette partie du corps est quand même extrêmement réduite, ça rend les affrontements assez compliqués. Le timing sera donc primordial. Heureusement, il est possible de s'emparer des rochers qui traînent et de s'en servir comme projectiles, mais aussi de les placer astucieusement pour accéder à des plateformes, ou encore pour se protéger des éventuelles chutes de rochers. Certains animaux n'hésitent pas à nous filer un petit coup de main. Les oiseaux nous amènent d'une plateforme à l'autre, les dinosaures aussi, et même chose avec la baleine. Le titre est plaisant à parcourir. Ce système de jeu, où l'on incarne un personnage avec un système de défense assez contraignant, est plutôt bien pensé. Les rochers s'avèrent indispensables à la progression, et lorsque l'on en perd un pour s'en servir comme plateforme, l'angoisse, via la vulnérabilité de notre personnage, nous gagne rapidement. Mais là où le titre se distingue, c'est bien avec son humour. Il se passe tout un tas de petites choses au sein des niveaux qui prêtent toujours à rire. Quand on passe sous un dinosaure, celui-ci nous fait dessus. On combat des œufs, et lorsque l'un d'eux se brise, cela fait un œuf au plat. S'il y a une plateforme mouvante, c'est bien entendu un animal qui l'actionne. Dans le niveau enneigé, certains d'entre eux sont tout simplement frigorifiés. Face au premier boss, un dinosaure s'amuse à regarder l'affrontement. Ces nombreuses touches d'humour participent au plaisir que l'on prend à parcourir l'aventure, et ont tendance à éclipser les défauts qu'accompagnent invariablement ce genre de jeu, réalisé par de petits studios indépendants. Les boss, justement, ne sont pas vraiment amusants à combattre. Les vaincre nécessitera davantage de chance que de technique. Mention spéciale pour le mammouth, où j'ai réalisé je ne sais combien de tentatives avant de comprendre comment lui infliger des dégâts, attendre qu'il envoie ses boules de neige et parvenir à le frapper sur la trompe sans entrer en contact avec ses cornes, ce qui se joue au pixel près. Il n'est pas non plus impossible de tomber sur un petit bug. Moi je me suis retrouvé à un moment totalement bloqué, parce que j'avais malencontreusement jeté mon rocher sur une plateforme, alors que celui-ci devait me servir à m'échapper du gouffre. Du coup, vu qu'il n'y avait aucun ennemi, je pouvais même pas me laisser mourir. Il m'a donc fallu éteindre et recommencer l'aventure dès le début, puisqu'il n'y a pas de système de sauvegarde. Assez frustrant. Alors oui, les défauts sont présents, mais ceci s'efface rapidement devant la qualité de l'aventure. On se prête au jeu, se laissant baigner par son charme, son humour et son design cartoon. À la sortie du titre, la presse est élogieuse, et après Rick Dangerous et Impo Samol, Chuck Rock est le troisième succès de Core Design. Le titre est adapté sur bon nombre de machines, Super Nintendo, Mega Drive, Commodore 64, Master System et même la Game Boy. Core Design en fera d'ailleurs sa mascotte jusqu'à ce que Lara Croft ne vienne le supplanter. Pour faire vivre son personnage et surfer sur sa notoriété, pas le choix, un second opus est mis en chantier. Tout semble inaugurer une suite des plus classiques. Seulement, c'est Chuck Rock qui se fait cette fois-ci kidnappé par Gary, l'antagoniste du premier épisode, et ce n'est pas la femme de Chuck Rock qui part pour le délivrer, puisque dans le jeu vidéo, surtout à cette époque, les femmes ne savent pas faire grand chose si ce n'est être kidnappé. C'est donc son fils qui se charge de la besogne, Chuck Rock Jr., un simple nourrisson, d'où le titre de cet épisode, le fils de Chuck Rock. Du coup, pour récupérer de la santé, nous ne sommes plus en quête de nourriture, mais de biberon, ça va de soi. S'inspirant des classiques de la plateforme, pas mal de petites choses ont été ajoutées. Il est cette fois-ci possible de chevaucher des animaux, de petites énigmes sont présentes, comme ici, pour récupérer la vie, il faudra amener, en tapant dessus, la banane au singe pour qu'il aille nous la chercher, des niveaux assez originaux, comme celui où l'on se retrouve sur le dos d'un dinosaure, qui pour se débarrasser de nous plonge dans l'eau, gare au poisson qui la ramènera des profondeurs. Le jeu
s'avère aussi plus accessible. Fini le système de défense avec le nombril. Chuck Jr. possède une massue, qu'il a très certainement empruntée à son père, étant donné que ce n'est pas vraiment à sa taille. Toujours est-il qu'il est bien plus simple de se défendre. Pourtant, malgré tout ce qui a été apporté, le jeu perd une certaine magie. Il a beau être tout à fait réussi, on ne retrouve pas le charme du premier épisode. L'humour perd en finesse, la difficulté des boss est assez mal gérée. En venir à bout représente une véritable épreuve, et le parcours s'avère finalement très classique et trop peu surprenant. C'est l'étrange paradoxe d'un jeu qui passe à un système de production plus conséquent avec tout un tas de nouveaux éléments et qui s'avère étrangement moins prenant que son prédécesseur. C'est ce que ça m'a fait aussi avec les Assassin's Creed. Les premiers étaient très sympas. Mais c'est une autre histoire. Les ventes sans atteindre des records restent correctes et vous le savez, les années suivantes, c'est Super Mario Kart qui impressionne toute l'industrie du jeu vidéo. Ce subtil mélange entre jeu de course et action est un immense succès. Beaucoup tentent alors de reproduire la recette et ce sera le cas de Core Design. Et comme Nintendo ont repris tous les personnages de l'univers Mario pour leur casting, Core Design invente des personnages. C'est la première déception. Alors à part le couple Chuck et Junior et l'antagoniste Harry, tous les autres semblent avoir été inventé pour l'occasion. Il y avait de quoi faire, pourtant au cours de ces 2 premières aventures, on a croisé tout un tas d'ennemis et de boss sympathiques qu'il aurait été amusant de contrôler dans ce jeu de course. Mais non, et la déception va s'accentuer. C'est vrai que c'est beau, que les sensations de vitesse sont bien présentes. La maîtrise du véhicule demande un temps d'adaptation mais s'avère tout à fait convaincante. Qu'est-ce qui cloche, me demanderez-vous ? Eh bien, c'est qu'on en attendait bien plus. Les items dans Mario Kart font en grande partie le fun du jeu. En plus de faire la course, on se dégomme entre concurrents. Ici, rien, ou du moins quelque chose de réellement moins sympathique. On reprend plutôt le concept de F-Zero, sorti 3 années plus tôt, je le rappelle, avec le système où l'on récupère de l'énergie. Parce que oui, on peut perdre de la vie, ou en faire perdre, en frappant sur les côtés. Et quand on parvient à toucher un adversaire, ça lui réduit sa barre de vie. Et il faudra le taper 5-6 fois pour en venir à bout. En gros, ça sert à rien. Les courses ne sont pas divisées en plusieurs championnats comme dans le modèle, non. Là, on doit tous se les enquiller d'un coup. PC Racer, ce n'est franchement pas d'un grand intérêt, parce qu'on sent qu'il oscille entre 2 genres, le jeu de course, mais là vous pourrez trouver tout un tas de titres bien plus réalistes, et le jeu d'action, où on s'en envoie plein la figure, et ce côté-là est bien trop sous-exploité. Et le plus triste, c'est que ce sera la dernière apparition de Chuck Rock, puisqu'avec l'arrivée de la 3D, Core Design imaginera une toute nouvelle aventure qui sera un énorme succès. Chuck Rock a eu une carrière au final assez triste. Sa première aventure est franchement prenante. Malheureusement, face aux cadors du genre, Mario et Sonic en tête, il lui était impossible d'attirer les projecteurs de la presse. Ce sont principalement les possesseurs de micro-ordinateurs qui profiteront de ses aventures. Mais face à ce petit succès, les financements sont débloqués. Une suite est annoncée, une campagne marketing est menée, et la mayonnaise ne prend pas. Le jeu est sympathique, mais on ne retrouve pas le charme du premier opus, et la concurrence est impitoyable. Earthworm Jim sera, avec son humour totalement barré, le grand succès de l'année. Enfin, le jeu de course ne fera que trop peu parler de lui à cause des défauts qu'on a cités. Pourtant, je vous invite vivement à aller découvrir sa première aventure, elle vaut le détour, et mériterait d'être citée un peu plus souvent dans nos manuels d'histoire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous!